Nous sommes en ligne avec Christine Dugouin-Clément. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes analyste en géopolitique, spécialiste de la Russie, auteur du livre Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos aux éditions PUF en mars dernier. Qu'est-ce que vous attendez du déplacement de Witkoff à Moscou? Est-ce que ça peut faire avancer les négociations sérieusement ou est-ce qu'il ne faut pas être dupe? La question, c'est pas forcément toujours ce que l'on en attend, mais ce que l'on peut en craindre. Faut pas oublier, si on remonte un petit peu, dans le temps, que les différents, projets qui avaient pu être mis sur la table par, le tandem, Witkoff-Dmitriev étaient, inacceptables, pour, l'Ukraine, pas plus d'ailleurs pour les Européens et reprenaient vraiment, tous les items qui correspondent à une capitulation. C'est à chaque fois ce qui a pu être poussé, par Moscou avec, cette entremise et les Européens, que ce soit, à titre individuel au niveau européen ou par la coalition, ont essayé, si vous voulez, de faire ce qu'on appellerait en anglais du damage control, c'est-à-dire de limiter et de revenir à quelque chose qui soit plus acceptable et qui relève d'une paix juste. C'est d'ailleurs ce que l'on a pu voir encore une fois être réalisé suite au plan qui avait été proposé en 28 points, qui a été remodifié ensuite. Et pour mémoire, ça a été qualifié par la Russie comme étant des propositions qui n'étaient pas constructives, ce qui laisse présager d'une position extrêmement raide de la part de Moscou. Est-ce qu'il y a la volonté néanmoins pour les Américains de connaître les lignes rouges des Russes? Je pense que les lignes rouges, elles sont assez franchement connues. Après, c'est de regarder ce qui peut être potentiellement envisagé, mais encore une fois, il faut garder à l'esprit qu'on est dans des approches qui sont très transactionnelles, que ce soit à Washington, voire au Kremlin, avec une vision un petit peu différente, puisque ce qui est posé, si vous voulez, dans la balance par la Russie dépasse très largement le déjà complexe, mais néanmoins simple cadre ukrainien. On est sur une demande d'arriver à avoir une validation internationale d'éléments qui sont en contradiction avec notamment le droit international. Donc les lignes rouges, elles sont assez fortement connues, c'est de savoir jusqu'où est-ce que potentiellement il serait accepté d'aller pour avoir une torsion de bras, tout en sachant que une paix qui ne serait pas juste, des garanties de sécurité qui ne seraient pas solides, un cessez-le-feu momentané qui pourrait être brisé de manière extrêmement facile et extrêmement simple, eh bien ferait l'avantage de la Russie qui pourrait gagner du temps pour reconsolider notamment ses stocks, que l'on parle en matériel ou en humain, et avoir la marge de redevenir le maître un petit peu du tempo et du rythme. C'est d'ailleurs pas sans raison qu'on a cette montée très forte, cette poussée qui est réalisée par l'armée russe, et on oublie de le dire, à un coût humain qui est quand même assez fort, qui est extrêmement fort, pour essayer d'arriver dans une position la plus forte possible en faisant des Européens, en tout cas c'est la tentative russe, et bien tout simplement des acteurs avec lesquels on ne parle pas et que l'on discrédite de manière régulière. Je vous renverrai à cette posture de dire que les positions ne sont pas constructives, voire à différents articles qui sont sortis récemment dans des magazines et qui montrent qu'on a, si vous voulez, cette volonté de ne quasiment pas traiter avec des acteurs que l'on discrédite. Est-ce qu'il y a néanmoins des éléments qui pourraient contraindre Poutine, le président russe, de négocier sérieusement? Mais il y a tout le travail qui est réalisé sur les sanctions. Alors les sanctions, c'est pas quelque chose de magique, bien évidemment. C'est du travail de temps long. On pourrait se dire qu'il n'y a pas eu d'effet. Alors en un sens, on pourrait prendre la question à l'envers, c'est quels auraient été les effets, ou tout du moins la capacité d'action russe sans ces sanctions, mais sans avoir une volonté extrêmement forte et sans avoir, et là je pense notamment aux Européens, une capacité de dissuasion qui soit crédible et qui soit suffisamment robuste pour limiter un certain nombre de velléités, puisque on est vraiment dans une demande de capitulation qui en plus ne prend en considération que les avantages d'un côté. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur les 28 points, bien, il était précisé que l'Ukraine ne pourrait plus, en tout cas il serait interdit à l'Ukraine de mener des attaques sur des villes russes, Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. Mais on n'avait absolument aucune contrepartie du côté russe. Donc c'était absolument pas précisé. On en revient vraiment à cette approche, d'avoir
si vous voulez, une convergence avec, ça sera multifactoriel, ça sera multivectoriel, c'est pour ça que c'est compliqué. Une capacité de dissuasion qui soit économique, qui soit politique, qui soit de défense, qui soit informationnelle, par rapport à, eh bien, un pouvoir qui pousse les lignes rouges et a un intérêt qui est vraiment d'offrir une alternative et de changer les règles tout en faisant la démonstration sur le terrain qu'elle a réussi à faire plier les acteurs à l'international. Alors on a l'information, mais on n'a pas l'image, mais Steve Witkoff vient bien d'arriver au Kremlin. Poutine le reçoit à domicile, en quelque sorte. Il le reçoit au Kremlin. Chez lui, il reçoit un émissaire qui n'est pas de son niveau. Ça veut dire quoi dans l'image, dans le message? Les Russes veulent flatter les Américains? Alors on a un double message, les Russes veulent flatter effectivement, mais c'est aussi un moyen de dire que, et on est dans le narratif, hein, que la Russie a toujours été un acteur de paix. Ça fera écho avec, ils ont été contraints de mener l'invasion de l'Ukraine. Hein. C'est d'ailleurs le narratif qui est porté de manière régulière, qui est décliné avec un certain talent, il ne faut pas le nier, par exemple par le ministre Sergueï Lavrov. Et puis c'est de se positionner sur, regardez, c'est l'Ukraine qui refuse la paix et ce sont les Occidentaux, et là avec le doigt pointé sur les Européens, qui sont des vats en guerre. Et ça vous permet non seulement d'avoir une position vis-à-vis de l'étranger. Nous ne sommes pas dans l'ingérence, nous sommes dans la protection des peuples. C'est une distorsion, hein, bien évidemment, mais c'est ce que l'on va avoir. Et les Européens qui, eux, veulent simplement une paix juste et avoir des garanties, en fin de compte, sont des vats en guerre. Donc on est sur cette inversion avec cette posture d'un Vladimir Poutine qui est raisonnable, qui est sage et qui est prêt à recevoir les émissaires qui sont les acteurs de ce plan de paix. Ce que l'on ne dit pas dans les petites lignes, c'est que quand il y avait eu différentes rencontres, on pourrait penser par exemple à Istanbul, la délégation envoyée par Moscou de par sa composition, faisait la démonstration du manque d'intérêt ou de volonté du Kremlin de donner une suite favorable à ces rencontres. Merci beaucoup Christine Dugouin-Clément pour vos explications, votre analyse de ce qui est en train de se dérouler là au Kremlin. J'ajoute que concernant l'actualité militaire, les Russes ont diffusé une vidéo de soldats qui hissent un drapeau sur la place centrale de Pokrovsk, cette ville symbole du Donbass, histoire de dire donc que la ville est tombée. Les Ukrainiens affirment le contraire, ils disent que les combats se poursuivent.